Vous avez suivi la première mi-temps, le premier épisode de cet EcoSport Mag proposé par l'Observatoire du Sport Business sur YouTube, sur Figaro Sport 24. Nous étions donc sur ce thème, sur les instances internationales. Eh bien, nous reprenons notre débat avec Jean-Baptiste Guégan, professeur d'histoire, Armand de Randinger, consultant international auprès du CIO. Thomas Barr est un président assez remarquable au sens identitaire, si je peux dire. Il a bien compris cela et il a fait évoluer complètement le principe des candidatures. Jusqu'à maintenant, il fallait être totalement indépendant et autonome des États, en quelque sorte. Maintenant, il a dit le seul moyen pour subsister, c'est effectivement, de toute façon, il y aura systématiquement des référendums ou qui seront contre les jeux, c'est le cas classique, ça a toujours été le cas même en Allemagne, si on peut le dire. Et là, il part du principe maintenant qu'il est indispensable pour un organisateur de jeux d'être totalement intégré dans la politique territoriale et la politique nationale. Du coup, la notion d'indépendance n'existe plus du tout. Donc, bon. Mais il y a eu aussi, Armand de Randinger, il y a eu aussi des mouvements annonçant c'est fini le gigantisme, on va réduire le nombre d'épreuves, on va réduire le nombre d'athlètes, on va faire des économies, etc. On n'en voit aucun effet. On n'en voit aucun effet. Non, on n'en voit aucun effet jusqu'à la date d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie volonté ou est-ce que c'est de l'affichage ? C'est une forme d'affichage parce que surtout on ne trouvait pas le moyen, en quelque sorte, de réduire en quelque sorte les dépenses éventuellement somptuaires de certains pays. Et puis il y a un problème majeur, c'est vous réduisez, je dirais, le nombre d'athlètes, donc vous vous adressez aux fédérations nationales, vous êtes prêt à sacrifier certaines de vos disciplines, ce qui a été le cas dans la recherche systématique de l'égalité homme-femme au niveau des athlètes. Et ça, j'avoue que c'est une certaine réussite de Thomas Barr en la matière, mais il l'a fait en quelque sorte en imposant aux fédérations internationales de dire écoutez, vous, les disciplines masculines, un tel, non, parce qu'elle doit être réservée pour les disciplines féminines. Non. Le vrai problème, là, aujourd'hui, qui se pose, et alors, Covid aidant, report de Tokyo et transformation des Jeux Olympiques de Tokyo en Jeux mondiaux, si je peux dire, au niveau de chacune fédération, fait repenser complètement le modèle économique des Jeux Olympiques. Donc, automatiquement, et c'est la chance pour Thomas Barr, est-ce qu'il aura le courage de le faire, c'est autre chose, il doit repenser complètement le modèle économique des Jeux, et il a 4 ans pour le faire maintenant. Comme il n'y a pas de réélection derrière, va-t-il le faire ou pas ? Là, j'espère le voir de mon vivant. Alors je me tourne, parce que cette histoire de gigantisme, je me tourne vers le côté géopolitique des choses. Ça favoriserait, alors là on élargit, il y a le CIO bien sûr. CIO, c'est difficile de faire des Jeux Olympiques sur plusieurs pays, c'est pas très facile. Par contre, des Coupes du Monde, des Cannes, des Euros, etc. C'est tout à fait faisable. Est-ce qu'on est condamné, si on veut continuer à grandir, à ajouter de plus en plus d'équipes, par exemple, dans les compétitions de foot? Est-ce qu'on est condamné à la multi-organisation ? Alors, ça semble aujourd'hui en tout cas être la voie. On regarde la FIFA, elle avait déjà commencé avec Japon et Corée du Sud, je crois que c'était en 2002. Là, on a la candidature américaine en 2026 avec les États-Unis qui opportunément ont trouvé des partenaires, le Canada et le Mexique. Il y a les candidatures pour 2030 avec une candidature assez extraordinaire, Portugal, Espagne, Maroc. Alors on verra si elle va à terme. Mais c'est intéressant, le rapprochement carrément de 2 continents, de 2 confédérations. À terme, si on continue à vouloir faire du bigger than life et à être de plus en plus vers des événements globalisés impressionnants sur des temps aussi courts, il va falloir aller vers des co-organisations. Le CIO réfléchit aussi à ça. Le Queensland, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une ville. C'est la région. Quand on regarde par exemple en Allemagne, on a la même volonté. C'est plus candidater sur une ville, mais sur un bassin entier de population. Et là, on peut imaginer qu'on émiettera les coûts, qu'on jouera davantage sur les équipements présents. C'est une solution. Maintenant, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, au-delà de ça, il y a le côté géopolitique. On a vu qu'Infantino a tenté un véritable coup autour du Qatar en se disant tiens, l'ONU, les Américains, etc., Russes, etc., n'y arrivent pas. Moi, je vais résoudre les problèmes de rivalité dans le Middle East. Et moi, je vais faire en sorte que le Qatar laisse des matchs à ses voisins, etc. Bon, il a échoué, mais on se dit par moment, on rêve par moment que le sport devienne un instrument diplomatique fort. Ça marche, ça, ou c'est du fantasme ? Alors, très honnêtement, à part Sepp Blatter qui fantasmait d'obtenir le prix Nobel de la paix, tous les autres fois où on a voulu utiliser le sport pour faire la paix, ça a été un échec ou alors ça avait été négocié avant.
Ouais. C'est-à-dire que le sport est juste le paravent, ou en tout cas la scène sur laquelle on va pouvoir exprimer le contentement et l'extraordinaire pouvoir du sport. Avec la particularité du CIO, et en l'occurrence Thomas Bach, c'était dans son programme en 1973, c'est de développer le plus possible le caractère irréfragable, pour ne pas dire incontestable, du CIO, donc du mouvement olympique, comme un instrument de paix et d'éducation mondiale. Du coup, tous les accords qui se passent avec l'ONU et l'UNESCO, sous la bannière de Thomas Bach, et il va plus loin. Quand on voit pour les Jeux de Pyeongchang, il a fait en sorte que la Corée du Nord et la Corée du Sud soient ensemble. Ouais. Il est en train de travailler beaucoup pour avoir une équipe de réfugiés. Ça c'était plutôt une réussite, non? Oui, non, ça fait partie côté de... Corée. Alors, sauf que quand on regarde la stratégie nord-coréenne, elle avait pensé finalement à tout ça, et donc elle avait volontairement fait monter les tensions avant les Jeux pour pouvoir arriver sur une pente descendante et apparaître comme finalement un État en capacité de vouloir le changement et la négociation, tirant profit de l'exposition médiatique qu'offraient les Jeux d'hiver, et aussi tirant le tapis sous les pieds des Sud-Coréens. C'est plutôt drôle. On regarde le schéma des organisations, enfin des lieux d'organisation des événements, où on s'aperçoit évidemment que l'Europe, avant, avait une prééminence totale. Il y a quand même eu une ouverture un peu, alors là, pour le coup, du côté du CIO déjà, on a réussi à aller à... Alors, il n'y a pas encore eu de JO en Afrique, mais en dehors de l'Afrique, à peu près tous les continents ont eu leur JO. Oui, effectivement, c'est une volonté, mais elle s'appuie au départ sur quelque chose qui est tout à fait, je dirais, immuable, c'est la notion de solidarité au sein du CIO. Comment le CIO se maintient Bon, bien sûr, il y a les anneaux olympiques, on est les propriétaires, et ça coûte très cher à ceux qui veulent organiser les Jeux olympiques, c'est évident. Mais il redistribue quand même quasiment 80-90%, je dirais, de toutes les sommes qu'il reçoit. Quand on sait que la fortune qu'a le CIO aujourd'hui, ça représente beaucoup d'argent à redistribuer sur différents continents. Et là, je me pose la question sur ces continents qui profitent de cette manne importante dans leur développement. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir que la manne que d'organiser les Jeux ou pas? Vous voyez, organiser les Jeux en Afrique aujourd'hui, on parle accessoirement en 2040. C'est pas gagné du tout. Et en foot, on est plus avancé? C'est les mêmes logiques. C'est à peu C'est-à-dire près les mêmes que, logiques. comme l'élection maintenant du président de la FIFA se fait grâce à un comité qui rassemble tout le monde s'arrange. Il y a des grands équilibres géopolitiques, et on l'a vu par exemple avec le Maroc, qui n'a pas été soutenu en son temps par une majorité de pays africains quand il candidatait face à la candidature américaine pour la Coupe du Monde 2026. Ce qu'on voit, c'est que derrière, on a des logiques qui sont très éloignées finalement de ce qu'on aimerait voir. Comment dire ça très simplement. Est-ce que je vais faire une petite provocation au passage, parce que là on change complètement de sport, mais est-ce que la Formule 1 n'est pas finalement le sport qui s'est le plus ouvert et qui est sorti un peu de son côté purement européen? On a les chiffres du nombre de grands prix maintenant qui sont... Si on aime les régimes autoritaires, les démocraties libérales et les démocratures, en termes d'ouverture, c'est une réussite. Hein. Ah oui, ça, là-dessus... Non, vous êtes terrible. Il faut bien comprendre que le sport vit par l'argent. Il n'y a pas honte à avoir de le dire officiellement. On a beau être le baron de Coubertin et tout ce que vous voulez. Le mouvement olympique a été transformé avec Samaranch en 1981, faisant rentrer les professionnels et le marketing à outrance. Donc à partir de là, de tous les sports dits olympiques, la Formule 1 n'y est pas, mais c'est de même nature. C'est clair, là où il y a de l'argent et là où il y a une volonté politique. Le Qatar, c'est le cas typique, que ce soit pour la FIFA ou que ce soit le Qatar. Le Qatar est candidat pour... entre guillemets, candidat pour 2032, sous réserve. Et maintenant, avec les nouvelles procédures, je crois qu'ils auront peu de chance. Ils auront les Jeux asiatiques en compensation. Oui, parce que là aussi, vous avez tout à fait raison, il y a un jeu de compensation terrible. Vous prenez la fédération, le football, vous prenez l'athlétisme, c'est le sport roi des Jeux olympiques. À la tête de la Fédération internationale d'athlétisme, vous avez Sébastien Coe, qui a mis un certain temps à rentrer au CIO, parce qu'il vient de rentrer au CIO là, récemment. Là. OK ? Il n'a aucune chance d'être président parce qu'il est dépassé par l'âge d'âge en 25, il aura plus de 70 ans, il ne pourra pas l'être. Mais vous discutez avec Sébastien Coe, bon, c'est très important d'être le sport roi des Jeux Olympiques, mais est-ce que ça me rapporte plus que les championnats du monde, bien qu'il était double champion olympique et tout ça? Le football, c'est pareil, tout le débat. Pourquoi le football s'est intégré au niveau du monde olympique? Parce que Samaranch a été suffisamment astucieux pour en discuter avec l'Avalanche, parce que le football s'est développé à part, complètement. Donc il l'a réintroduit, et aujourd'hui, tout le monde en profite. Il faut que Thomas Bach arrive dans les 4 ans qui viennent à ficeler tout ça. Alors il le ficelle actuellement à coup d'élections. On amène des représentants des différents sports,
ils viennent au CIO, ils sont membres du CIO. Et puis le résultat, effectivement, ils votent tous comme un seul homme, comme il le faut. On va peut-être finir sur ce thème. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous décrivez, qui n'est pas forcément merveilleux, le monde du sport n'est pas forcément merveilleux, d'après ce que vous décrivez, Faut être naïf. est-ce que ça pourrait changer si les types de dirigeants venaient réellement du sport, ou est-ce que... Bon, vous me direz, Thomas Bach était un athlète. Moi, je dirais que... Moi, je suis très... Alors je suis paradoxalement, c'est peut-être mon grand âge qui veut ça, mais je suis très optimiste. Très optimiste, oui. Parce que on va se sortir du Covid à un moment ou à un autre. Ça a eu un impact colossal sur le business model des différents sports. Et les gens ont compris qu'on ne peut plus faire comme avant. Et je pense qu'on va peut-être générer des dirigeants qui... Tout à l'heure, vous aviez sur votre plateau quelqu'un qui a une petite fédération, et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est une fédération de badminton française. Il a une vision, il est jeune, il a une vision et tout ça. Il existe dans les couloirs et dans les arrière-boutiques de ces fédérations des gens qui ont des idées très précieuses. Actuellement, ils sont écrasés par les apparatchiks qui sont au-dessus, c'est clair, mais je pense que dans les 4 ans qui viennent, le business model va évoluer considérablement. Les participants au jeu, si je peux dire, vont être les athlètes. Au jeu vont être les athlètes, et les athlètes sont de plus en plus exigeants en soi. Pas sûr qu'ils viennent tous à Tokyo vaccinés ou pas vaccinés, il y aura un choix qui devrait être fait, première chose. Deuxième chose, je pense que tous les spectateurs, s'ils existent encore, ils seront transformés en participants des jeux. Et par contre, au niveau des spectateurs, ce seront tous des fans. Donc comment on va faire travailler les fans, comment on va les associer à tout prix pour développer un nouveau business model économique, et c'est ça d'où viendra l'argent à l'avenir. Les téléspectateurs. Optimiste également Alors, sur les grands rapports de force, non. Et je pense que ça ne changera pas tout de suite. Par contre, il y a 2 choses qui vont changer. C'est d'abord des logiques d'intégrité et de compliance qui commencent à se mettre en place. Oui. On commence à avoir des mesures qui restructurent de l'extérieur le mouvement sportif mondial. Et puis, c'est la féminisation. Oui. Ça changera les choses. Et puis là où je suis d'accord, c'est que les athlètes aussi poursuivent de plus en plus des cursus, se professionnalisent, obtiennent des compétences et peuvent aller sur le terrain de personnes qui étaient essentiellement des dirigeants ou des politiques, et donc peuvent briguer des postes avec une autre vision. Parfois elle change, mais soyons optimistes. Ouais. Et cette vision venue d'athlètes, elle sera un petit peu différente? Elle sera plus sportive que financière, ou il ne faut pas se faire d'illusions? Ils auront le double regard. Et surtout, ils pourront à la fois parler de sport et regarder le business model en se disant qu'est-ce qu'on peut changer. Aujourd'hui, le sport est trop souvent dirigé par des gens qui soit ne l'ont pas pratiqué ou alors le regardaient tellement loin. On le voit par exemple avec la Fédération française de football. Merci à vous, Armand de Ringier et Jean-Baptiste Guégan. C'était donc l'Eco-Sport Mag proposé par l'Observatoire du Sport Business, à retrouver sur YouTube et Figaro Sport 24. Je vous invite également, nous étions là sur l'international, sur les instances internationales. Il y a un autre module qui a été présenté sur le même endroit, même lieu, même heure si vous voulez, enfin comme vous voulez, et en tout cas sur les instances nationales. Merci à vous.